Voilà, madame. Bonjour et bienvenue au Café Spirituel sur Radio Libre en Périgord 102.3. Aujourd'hui, on va se régaler particulièrement puisqu'on va parler de nourriture. La nourriture et la spiritualité, c'était le thème de notre dernier Café Spirituel. Je rappelle aux auditeurs qui auraient raté les précédents épisodes que le Café Spirituel, c'est un rendez-vous mensuel qui a lieu en ce moment au Silver Hall à Périgueux, le 3e dimanche du mois, qui fait une concurrence directe à la cathédrale Saint-Front, puisque... On est dans le même quartier. On est dans le même quartier et on parle d'amour, on parle d'âme, on parle de joie et on mange des chocolatines. Donc, c'est presque de la concurrence déloyale. Voilà. Donc, en fait, quand on parle de nourriture, évidemment, on pense d'abord à nourriture physique. On pense aux bons petits plats de nos grands-mères, ces repas qui nous réjouissent, qui nous rassemblent. Mais on pense aussi rapidement à tous ces moments où on s'est senti apaisé et repu à la seule écoute d'une musique, à la simple contemplation d'un paysage, à la lecture d'un roman ou dans l'état amoureux. C'est à se demander si on pourrait vivre d'amour et d'eau fraîche ou de lumière comme les praniques. Peut-être, mais ce qui ressort de nos échanges, c'est que la relation joue un rôle essentiel. Pour paraphraser Stig Dagerman, il semble que notre besoin de relation est impossible à rassasier. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'accueille Dominique. Bonjour. Isabelle. Bonjour. Pascal. Bonjour. Et Jean-Charles. Bonjour Sylvie. Pascal, je crois que ce thème de la relation est particulièrement important pour toi. Oui, absolument. En fait, en me questionnant sur qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me vient dans la notion de nourriture en premier, c'est pas la nourriture terrestre, celle qui va nourrir mon corps, mon véhicule. En fait, ce qui me nourrit, ce qui me permet vraiment de croître et de prendre de l'expansion, de me rassasier, c'est la relation à l'autre. C'est passer un moment avec des amis, c'est échanger, partager, et la dimension aussi qu'il y a, c'est tout ce qui peut me stimuler intellectuellement, me faire vibrer. Donc ma nourriture, c'est tout ce qui me met en résonance avec le monde, tout ce qui me met en discussion avec le monde. Et justement, je peux parler de ça d'autant plus que je reviens de 5 jours en Ardèche, où j'ai fait de très très belles rencontres avec des personnes que j'ai découvertes. Et on s'est nourris vraiment mutuellement de ce que nous avions sur la table, mais également de tout ce qui se diffusait entre nous, de tout ce que la nature ardéchoise nous a amené. Et vraiment, on s'est senti repu de toute cette relation dans la fluidité. Et pour rebondir sur la relation et la nourriture et la connexion avec la nature, je voulais vous faire part aussi d'une expérience d'une semaine de jeûne que j'ai fait dans le Vercors, où il y avait donc de la randonnée et du jeûne, tout ça en parallèle. Et ce qui m'a vraiment aidé aussi pour tenir dans cette expérience, eh bien, c'est vraiment la relation avec la nature. Et donc là, je me suis vraiment sentie dans une nourriture autre que terrestre, puisqu'il n'y avait pas de nourriture terrestre, mais c'était vraiment de la nourriture, je pourrais dire, pranique avec la nature. Donc oui, je pense qu'on peut capter et se nourrir de ce que la nature nous amène, de ce que les autres, la joie manifeste. Voilà. Merci. Alors le thème de ce café spirituel, en fait, il y avait un double thème, c'était nourriture et spiritualité, et c'était les nourritures spirituelles. Et on a beaucoup tourné quand même autour de la nourriture, l'aliment, parce que peut-être qu'on est en Périgord, mais bon, ça doit être vrai dans d'autres régions de France, hein. On mange bien un peu partout. Et de temps en temps, on a tenté de ramener le sujet, comme Pascal l'a fait, sur d'autres nourritures, les nourritures de l'âme. On a parlé du repas de l'âme, toi tu parlais du festin de l'âme.
tout ce qui pouvait alimenter notre existence, notre état d'être, avec tous les sens qui sont appelés dans cette nourriture de l'âme. Quand on se régale d'un beau paysage, quand on est en contemplation, quand on écoute une belle musique ou un chant d'oiseau, quand par des caresses, on peut toucher l'âme de l'autre personne, ou par effectivement la saveur, enfin tous ces sens qui vont au-delà de la nourriture, quand bien même elle est importante, celle qu'on ingère, mais il y en a bien d'autres qui nourrissent, qui nous nourrissent. D'ailleurs, on a passé, c'est vrai, un certain temps sur l'importance de l'amour dans la nourriture, notamment à travers ces expériences, si on peut appeler ça comme ça, auprès des enfants, des nourrissons qui étaient soit placés après la guerre, je crois, ou pendant la guerre, hein, qui étaient placés auprès de leur mère en prison, dans des conditions insalubres, et des nourrissons qui étaient dans des hôpitaux bien aseptisés, mais privés de liens maternels, et ces derniers se laissaient mourir. Donc là, ça mettait bien en évidence que le lien d'amour est celui qui nourrit les besoins fondamentaux de l'être humain, même si après, effectivement, on passe à une autre forme de nourriture, mais voilà. Alors, on a aussi évoqué le prana, en fait, le pranisme, on peut dire comme oui, ça. La nourriture par le prana. Oui, où là, on est vraiment dans une approche spirituelle, parce qu'il faut dépasser l'état de la matière, en fait, de la conception qu'il puisse n'y avoir que du solide. Et peut-être vous pouvez nous en parler, parce que moi je ne suis pas très féru sur le sujet, mais ça m'interpelle vraiment qu'on puisse s'alimenter d'une énergie cosmotellurique. Le prana, c'est le chi, c'est l'énergie fondamentale. Je ne sais pas si c'est pas réducteur de parler d'énergie cosmotellurique, mais en tout cas, c'est vrai que le pranisme, c'est un phénomène qui maintenant existe depuis plusieurs décennies. C'est difficile de compter le nombre de praniques sur la Terre, mais on sait qu'il y en a quand même maintenant plusieurs dizaines de milliers. Et voilà, la particularité du pranisme, c'est donc que la personne, les individus peuvent se nourrir directement à la source, c'est-à-dire le prana qui est dans toute chose, qui est dans l'air qu'on respire, qui est dans l'eau, qui est dans la lumière, qui est dans les aliments aussi, puisque finalement, ce qu'on cherche dans les aliments, c'est le prana, c'est vraiment ça qui nous nourrit. Alors, effectivement, des praniques, il y en a en France, il y en a en Suisse, il y en a partout dans le monde. Beaucoup sont passés par un processus. Maintenant, ces processus se sont diversifiés, mais le plus classique, pendant longtemps, ça a été le processus de 21 jours, à l'issue duquel ils pouvaient complètement se passer de nourriture physique et même de boissons pour certains. Mais on s'aperçoit qu'au bout de quelques mois ou de quelques années, beaucoup d'entre eux reviennent à la nourriture physique. Parce que, en termes de relations sociales, c'est extrêmement... ça vous isole énormément de ne plus partager des repas. On en revient au thème du manger ensemble, qui est si important et dont on a beaucoup parlé d'ailleurs lors de ce café spirituel. Alors moi, je me suis demandé justement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été praniques pendant plus ou moins longtemps et qui reviennent à la nourriture. Je me demande si c'est véritablement seulement à cause de la convivialité. Je pense que ce dont on se nourrit nous fait, hein, et moi, il m'est arrivé de rencontrer un pranique en particulier à qui je pense, que je trouve particulièrement perché. Je pense que, moi, suivant la nourriture que j'ingurgite, c'est pareil. Si je mange que des légumes, que des fruits, si je mange un bout de viande, donc ça nous affecte. Ça nous affecte dans notre démarche, dans notre spiritualité probablement. Et je pense que peut-être que quand on est pranique à 100%,
on se sent un peu différent, un peu moins connecté. Et peut-être que c'est pour ça qu'on revient à la nourriture aussi. Probablement. Et parce qu'il y a Il s'appelle ? Oui, pardon. Parce qu'il y a l'aspect émotionnel de la nourriture. Il est abordé un petit peu dans... Vous avez dit manger ensemble, dont apparemment vous avez beaucoup parlé, mais il y a aussi un aspect émotionnel rien que pour nous, ou même, puisque en fait, même au niveau du toucher, de la tendresse, d'être nourri par la beauté extérieure, on peut aussi être totalement nourri par nous-mêmes, le lien qu'on va avoir avec nous-mêmes en profondeur, l'estime, l'amour, on peut donner plusieurs noms, et cette tendresse profonde qui est naturellement présente en nous, et je pense que c'est une interprétation, hein, je ne dis pas que j'ai raison, mais quand on revient à de la nourriture après ça, c'est parce qu'on a besoin de nourrir nos propres aspects émotionnels. Et en fait, moi, ça me fait toujours... parce que comme je suis beaucoup dans la cuisine, beaucoup de gens me parlent de la nourriture pranique, et je trouve ça positif dans l'ensemble, mais je me dis pourquoi, quelque part, renier notre humanité, c'est-à-dire notre corps qui est ancré sur Terre. Et malheureusement, là, on va voir que ça va assez partir en live. Mais voilà, à la base, on a une belle planète et un bon corps humain. Quand tout va bien, quand on est en bonne santé et tout de base. Et à partir de ça, on a de quoi... on n'a pas besoin de rejeter ça. Et on peut évoluer spirituellement en acceptant cet ancrage de ce corps pour cette vie-là. C'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est vrai. Et en même temps, justement, à une époque où tout est empoisonné, la nourriture, l'eau, l'air. C'est quand même rassurant de se dire que on a ce potentiel, le corps humain a ce potentiel de se priver de nourriture sans mourir. Ouais. C'est quand même un peu rassurant, même si c'est vrai, c'est pas accessible à tout le monde. Alors c'est amusant parce que là tu viens de parler du côté émotionnel de la nourriture et pour Gabriel Lescois qui est donc cet infirmier assez fameux qui est pranique depuis 2012, je crois. Oui, exactement. Pour lui, justement, l'état pranique, c'est se nourrir d'émotions. Tu vois. Donc, apparemment, ça le remplit. Pour lui, il ne parle pas de pranisme en tant qu'action, il dit c'est un état. Et pour lui, l'état pranique, c'est la nourriture de la conscience. Donc, c'est vouloir être plus conscient, vouloir avoir plus de conscience. Donc, on nourrit la conscience quand on est pranique. C'est sa conscience qu'on nourrit. Intéressant. Oui, en fait, moi, par rapport à ce que je vous racontais dans mon expérience en Ardèche, et puis la période de jeûne que j'avais fait, je me sens déjà pranique, en fait. Si je vous ai expliqué, en fait, cette expérience, c'est parce que, au-delà de la nourriture que je mangeais dans les repas, ce qui m'a nourri profondément, c'est l'essence de tout. C'est le ruisseau près duquel j'allais méditer le matin qui me nourrissait. Et je crois que c'est comme une bascule qui n'est pas tout à fait faite en suivant le processus des 21 jours et en lactant, mais je me sens profondément pranique. Je me sens déjà nourrie par mes relations, par ce qui m'entoure. Voilà, je ne sens pas qu'il y a d'un côté ceux qui mangent cette nourriture incarnée et ceux qui se nourrissent de prana. Je pense que c'est simplement une conscience que nous devons développer qui c'est déjà là. C'est ça, voilà, exactement. C'est vraiment ce que je ressens. En effet, parce que rien que dans l'alimentation solide, il y a déjà plusieurs niveaux de conscience. On le voit bien. Et on peut, en effet, plus on mange en conscience, plus on va avoir une alimentation qui va être saine et positive pour nous, pour les autres et au degré vaste de la planète, à l'échelle de la planète. C'est ça. Manger en conscience, c'est quelque chose dont on va parler en deuxième partie d'émission avec toi, bien sûr. Alors, justement, il y a un sujet qu'on a évoqué qui est celui du jeûne. Effectivement, le jeûne est présent dans beaucoup de traditions. La plupart des grandes traditions recommandent le jeûne comme une pratique de purification, d'intériorisation qui favorise la connexion avec le divin. Comme une médecine également ? Comme une médecine, du coup, etc. Voilà, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler du jeûne, toi, en tant qu'experte de l'alimentation ? Je peux vous donner un point de vue. Et comme dans toute l'alimentation, justement, on va avoir plusieurs écoles. Donc, il y en a qui diront que c'est
bien, pas bien. Moi, je suis pour, personnellement. J'en ai fait beaucoup. J'en ai même fait beaucoup en pratique spirituelle bouddhiste, puisqu'il y a une grande pratique qui s'appelle les Nyungne, où c'est jeûne et silence, et où on reste effectivement sans boire et manger pendant une 40aine d'heures. Donc voilà, on pousse un petit peu les limites du corps, et il y a une pratique spirituelle qui va avec. Et d'une manière générale, je pense que c'est bien de pouvoir pratiquer le jeûne 1 à 2 fois dans l'année. Ça dépend. Moi, j'ai fait déjà jusqu'à 3 semaines ou comme ça. Donc, il y a une connaissance. C'est vrai que je n'avais pas mis le mot pranique dessus. Mais, comment dire, je veux faire aussi une petite mise en garde et aussi une forme d'ouverture. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de jeûne. Je pense, comme pour tout, que quand on fait les choses, c'est bien de bien se renseigner, d'être bien accompagné et de bien se préparer. Parce que selon la santé qu'on a, et l'alimentation qu'on a, notamment si elle est très industrielle, se dire qu'on va aller faire un jeûne, on peut se faire beaucoup de mal. Oui. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on a accès à beaucoup d'informations avec Internet, ce qui est très bien, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs, notamment sur Facebook. Je vois régulièrement une parution qui circule qui dit qu'en 3 jours de jeûne, on renouvelle totalement notre système immunitaire. C'est faux. Et ça ne veut pas dire qu'en jeûnant, on renouvelle pas notre système immunitaire, mais il faut avoir les bonnes informations et bien les pratiquer. Et donc, le jeûne, pour pas faire trop long, je pense que c'est super, mais il faut avoir un vrai suivi, et notamment, par exemple, si on veut faire une semaine de jeûne, pendant 10 jours avant, on change notre alimentation, il y a un protocole, il y a un processus, et pour reprendre aussi après. On peut pas avoir mangé un gros hamburger avec des frites la veille et rien manger du tout le lendemain, c'est pas bon. Et donc, dans moi, le suivi que je fais avec les gens, je les encourage à d'abord tester ce que ça fait pour eux, physiquement, physiologiquement et émotionnellement, par exemple de ne pas manger après le repas du midi, ou de ne faire que 2 petits repas par jour, ou ou de ne manger que des fruits ou des légumes pendant une journée. C'est ça. Et voir déjà ce qui se passe. C'est ça. Alors, juste une petite mise au point aussi, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre jeûne et prana, pranisme, puisque ça ne répond pas du tout à la même logique physiologique, hein, on est d'accord. Ce qui est un des aspects très étonnants du pranisme, c'est qu'on peut manger un jour alors qu'on n'a pas mangé pendant des mois avant. Donc on se doute bien que ça fait vraiment... Là, on est face à un phénomène physiologique vraiment particulier. Et par rapport au jeûne, donc, puisque j'ai fait 1 semaine de jeûne et randonnée, je pense que ce qui est, qui permet de l'optimiser, c'est de le faire dans la nature. Voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un pendant cette semaine de jeûne qui habitait à La Défense et qui arrivait toute seule à faire le jeûne dans son appartement. Et j'étais vraiment à la fois admirative et en même temps très stupéfaite qu'on puisse le faire dans un milieu, un environnement aussi peu nourrissant, entre guillemets. Hein. Je pense que vraiment, pour mon expérience, ce qui m'a aidée, c'est d'être en randonnée tous les jours et de pouvoir me nourrir de... Voilà. Et c'est pour ça que jeûne et pranisme, pour moi, c'est quand même prêt. Oui, c'est prêt. Pour moi, c'est vraiment... Oui, tout à fait. C'est un peu sortir du conditionnement de la nourriture, quoi. Je veux dire, depuis qu'on est petit, il faut manger 3 fois par jour, etc. De la viande. En plus. Et alors, il y a quand même la question de la préparation du repas. Donc, il est souvent apparu dans les échanges que préparer un repas, c'est presque pour certains une pratique spirituelle qui implique tout un état d'esprit, toute une intention. Et qui change la qualité des aliments qu'on va ingérer. Quelqu'un qui fabrique le repas dans la colère et quelqu'un qui le fabrique dans l'amour, ça ne va pas forcément donner le même résultat. Oui, il y a même une étape au préalable de la préparation du repas, c'est aller choisir ses produits, c'est aller sur le marché ou dans certains magasins pour faire le choix de ce que l'on va acheter. Et là, il y a une conscience que de plus en plus de monde semble avoir sur le choix de leur alimentation, le choix des produits, la provenance de leurs produits. Et on en parle aujourd'hui, les effets carbone sur quand un produit fait 1000 km avant d'arriver jusque dans nos assiettes, la façon dont il est cultivé, si c'est de la permaculture, si c'est de la bio, si c'est... Enfin, il y a vraiment cette conscience-là, avant même de le cuisiner, de la provenance du produit, qui est là vraiment un état de conscience. Voilà. Et peut-être qu'on y reviendra quand on parlera de manger en conscience, et aussi cuisiner en conscience, sans doute. Et alors, il y a quelque chose qui me vient là. Vous avez remarqué en ce moment cette grande mode de l'auberge espagnole.
Oui. L'auberge espagnole, en fait, qu'est-ce qu'elle fait quand on reçoit ou quand on va être reçu? Elle laisse de la place pour le reste. Donc autant on peut parler de l'amour et de la conscience qu'on peut mettre à préparer un repas, et aussi on peut parler aussi de la pression qu'on peut se mettre à préparer un repas. Donc j'ai envie de dire que l'auberge espagnole, qui est cette proposition que chacun amène un petit bout de qui il est en toute liberté, eh bien c'est comme si ça laissait de la place à tout ce qui va être fluide. Parce qu'on parle beaucoup du plaisir à préparer un repas, mais on peut aussi parler de la pression et de la pesanteur que peut être de préparer un repas. Et donc, je pourrais penser que l'auberge espagnole, c'est une proposition dans la légèreté à partager quelque chose et à laisser encore plus la relation être. Voilà, c'est une petite, une petite réaction par rapport à ce que tu disais, mais c'est vrai, ouais. Et moi aussi, j'ai envie de réagir, mais on en reparlera peut-être après, ou ça sera un jour un autre sujet. Mais parce que je vois aussi sur les notes, et ce que tu dis, Pascal, c'est vraiment intéressant de pointer ce truc de manger ensemble, aussi pour moi dans l'autre sens. Parce que justement, dans mon travail, je vois beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais moi, voilà, cuisiner pour les autres, quand mes enfants viennent ou comme ça me fait plaisir, mais pour moi, je fais rien, c'est trop dur, j'ai pas envie. » Et moi, j'essaye aussi d'accompagner les gens, justement, à se faire ce cadeau aussi pour eux-mêmes. Et alors, il y a plein de choses à déconditionner, que ça prend pas forcément du temps, tout ça. Mais c'est ça, parce que c'est aussi une réalité de la vie. On est dans un monde, dans une société où il y a des gens très, très seuls. On le voit aussi énormément dans les grandes villes, où c'est une très grosse détresse. Et moi, j'ai eu beaucoup de solitude dans une période de ma vie. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je me ferais pas une belle assiette, un beau repas, un bon petit truc? En plus, t'en as à manger pour plusieurs jours quand tu te cuisines une grosse tarte, par exemple, ou comme ça. Voilà. Et je trouve que c'est bien de le pointer pour que les gens qui vont aussi vous écouter ces émissions et qui sont tout seuls vont pas dire, ah bah ouais, mais c'est pas pour moi. Ben si, c'est je te rejoins parfaitement parce que c'est aussi se faire du bien à soi-même et c'est important parce que c'est par là que commence l'attention qu'on peut avoir vers les autres par la suite, c'est en l'ayant d'abord pour soi. Je vous propose de continuer après une première pause musicale. On continue sur la nourriture et la spiritualité avec Isabelle Hernandez, qui est cuisinière, traiteur, conférencière, auteure, formatrice, enfin tellement de choses autour de la nourriture et justement de la nourriture consciente.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes? Oui, merci. À la base, j'ai une boîte de traiteur en cuisine bio végétarienne depuis plusieurs années maintenant, c'est la 7e année. Puis j'ai jamais voulu être coincée sur un lieu, donc j'aime bien bouger. J'ai travaillé, vu que c'est mon réseau, avec beaucoup de formateurs en méditation, stages de qigong, de yoga, tout ça, puis des mariages, des événements. Et puis petit à petit, j'ai envie de faire moins de cuisine, mais j'ai toujours eu justement une approche spirituelle dans mon travail, dans le sens déjà basique de la spiritualité pour moi, qui est de prendre soin de soi, de ce que l'on est vraiment. Et donc, je me suis dit, oui, par la nourriture, comme dans mon parcours, j'ai eu beaucoup à faire à ça, j'essaye de connecter les gens à cette attention par le fait de manger tous les jours. Et en fait, là, petit à petit, je suis en train de faire de moins en moins de cuisine. Je touche du bois. J'ai envie d'en faire de moins en moins et d'arriver à vivre en fait de la formation manger en conscience. Et donc, ça se met en place tranquillement. Et en fait, ça, je propose autant des formations qui vont être sur plusieurs jours, mais j'en ai aussi sur Internet, que du suivi individuel parce qu'il y a des gens qui aiment travailler comme ça. Et en fait, la base de ce travail, c'est qu'on a tout en nous. Pour rayonner sur notre vie, sur notre santé, sur ce qu'on va appeler le bonheur, qui n'a pas exactement la même définition pour tout le monde. Et justement, on est avec l'ère industrielle, disons, ça a amené beaucoup de facilité. Moi, je me rappelle quand même de ma grand-mère ou des générations comme ça qui ont dit que tout ce qui est sorti au niveau alimentaire a beaucoup facilité la vie des femmes. Bon, aujourd'hui, on est en train d'opérer un virage pour revenir à des choses plus saines. Mais en fait, on part du principe qu'on est quand même maintenant assez coupé de cet instinct naturel qui est en nous et qui est pour moi cette part spirituelle qui est liée avec l'alimentation. Et comme de toute façon tout est interdépendant, on peut le retrouver partout. Et en fait, en partant de ce principe que tout est en nous et qu'on a été coupé pour plein de raisons qui vont être liées à notre style de vie d'aujourd'hui, donc avec beaucoup plus d'industrie dans nos vies, le speed de la vie, du quotidien, mais aussi tout simplement notre enfance, puisqu'en fait, à un moment, on a de toute façon une transmission. Et là, on ne va pas dire que c'est bien ou pas bien. On est éduqué d'une façon, on nous apprend à manger d'une façon, mais on n'est pas forcément en lien avec ce que l'on est et quand on se développe. Et alors, dans les extrêmes, ça fait des gros troubles du comportement alimentaire, jusqu'à donc obésité, boulimie, anorexie, maigreur extrême, etc. Mais entre ces deux-là, il y a nous tous. En fait, on a tous un rapport particulier à la nourriture. On a tous un rapport émotionnel à la nourriture, que l'on aime manger ou que l'on n'aime pas manger. Moi, en tant que femme, je cite souvent toutes ces femmes plus jeunes que moi, plus âgées que moi, mais qui toute leur vie se prennent la tête avec leur physique pour être belle, pour rester mince, etc., qui est quelque chose qui est complètement piloté par le monde dans lequel on est aujourd'hui. Il nous suffit de voyager un petit peu pour voir que les critères de beauté sont différents partout. Et le problème de ça, c'est que ça nous coupe vraiment de nous-mêmes, ça nous empêche d'être dans ce lien profond, naturel, simple, qui est fait d'amour et qui, pour moi, et la spiritualité, puisque la spiritualité, mais j'ai pris une petite note sur ça, il y a quelque chose que j'aimerais dire, mais un peu plus tard, c'est tout le temps et partout. C'est pas quelque chose que l'on va amener à nous. Et en fait, voilà, je vais le dire maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Oui, mais moi, je suis pas spirituelle. » Alors déjà, on fait une grosse confusion de nos jours avec spiritualité et religion. Et justement, moi, j'ai envie de dire aux gens, c'est pas une question de temps. Bien sûr, quand on apprend quelque chose, il faut prendre le temps de comprendre, de découvrir, de voir comment il s'y relationne. Mais quand une habitude est créée en nous, en fait, on s'y connecte et puis tout est là. Et pour revenir sur mon travail, je suis assez digressive comme personne. Digressive, je sais pas. C'est pour revenir sur mon travail même. Du coup, moi, j'accompagne les gens à se reconnecter à cette intuition naturelle qui fait que, au niveau marketing, puisque c'est sorti comme ça, la formation venant des États-Unis à la base, mais c'est beaucoup plus ancien que ça. Et puis moi, je l'ai vécu dans mon parcours il y a plus de 20 ans. Propose d'arrêter complètement de faire des régimes, d'être sur ce truc de poids, de se peser, d'avoir grossi, maigri. Cette dictature.
et de retrouver en fait sa propre forme et sa propre beauté. Et moi, j'ai choisi de pousser un peu plus loin avec mon parcours, avec le bouddhisme, même si je n'impose pas ça dans mon travail, mais j'amène des clés, mais de se reconnecter à cet amour de soi profond et qui est en fait l'essence de la spiritualité pour moi, toute base. Okay. Oui, complètement d'accord. C'est exactement ça. C'est le respect de soi-même, c'est l'amour de soi. Tout commence par là. Et puis l'amour, c'est la force de cohésion de l'univers. C'est ça qui nous nourrit pour de vrai. Et en fait, on est dans un monde très matériel. Alors, on ne va pas être ici pour juger c'est bien ou pas, c'est juste une réalité. Et il y a aussi des bénéfices à ça, mais le fait est qu'on a beaucoup de gens, une généralité, ont moins le temps de s'occuper d'eux et perdent les clés pour savoir comment s'occuper d'eux. Du coup, moi, j'ai choisi ce travail avec la nourriture parce que moi, on m'a empêché de manger quand j'étais enfant parce que ma petite maman était tout le temps au régime. Résultat, à 20 ans, j'ai fait plus de 100 kilos et j'ai fait beaucoup de régimes, je me suis abîmé un petit peu la santé et puis en fait j'ai rééquilibré mon poids et mon alimentation en travaillant sur l'aspect émotionnel des choses et de ma relation à la nourriture. Et donc après c'est pour ça, après j'ai fait d'autres choses notamment la retraite de 3 ans dans le bouddhisme tibétain où j'ai fait de la cuisine pour les filles de mon groupe et après j'ai décidé donc de rester sur cette branche. De faire la cuisine. Et mon métier de traiteur, quelque part, il est lié, parce que c'est ce que j'essaye d'amener dans l'alimentation que je propose aux gens, de cet amour de base, et qui est en nous, qui est présent en tout, et de pouvoir se reconnecter à ça. Et en effet, on n'est pas du tout nourri de la même façon. Le retour que me font les gens, en général, dans ma cuisine, c'est « Ah ben, j'ai pas grignoté après ». C'est facile à digérer, même si je cuisine beaucoup de légumineuses et tout ça. Souvent, les gens ils disent « Ah non, les crudités, les légumineuses, ça fait mal au ventre et tout ». Mais justement, c'est une autre façon de la manger. D'amener vraiment cette énergie qui permet qu'en fait, les choses nous profitent totalement. Et voilà, donc c'est vraiment une rééducation à l'alimentation que tu proposes. Aujourd'hui, on dit vraiment réapprendre à manger. Réapprendre à manger. Ouais. Tu parlais du bouddhisme tibétain. Ouais. Peut-être je vais en profiter pour te demander comment expliquer la pratique des tsok où les rinpoche bénissent la nourriture qui est ensuite partagée par tout le monde. En quoi ça consiste de bénir la nourriture ? Ça veut dire quoi ? En fait, la bénédiction de la nourriture dans le bouddhisme tibétain, donc j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. S'il y a des bêtises qui sont dites, elles ne sont qu'à moi, pas à la tradition, à ma lignée. Mais en fait, déjà, c'est une pratique qu'on appelle, donc, qui vient du Vajrayana. Il y a déjà plusieurs niveaux d'études, d'apprentissage dans le bouddhisme, le Hinayana, le Mahayana et le Vajrayana. Déjà, dans le Mahayana, on est tourné vers une pratique qui nous profite à nous et à tous les êtres. Et le Vajrayana, on va dire, c'est un petit peu un TGV par rapport à cette pratique pour avancer vers l'éveil. Mais en fait, il faut que ça soit fait dans le bon sens. Et donc, le principe de la tsok, c'est en fait de transformer le relatif en ultime. Donc, en fait, même à la limite, moi, souvent, je prépare des tsok à Dakpo et je suis très attachée à acheter des bons produits. Je vais même chez des producteurs si je peux et tout. Mais c'est aussi mon attachement à moi parce que le principe même de la tsok, c'est qu'on prend n'importe quoi comme nourriture, et par la bénédiction de la pratique, c'est transformé. Et le fait que ça soit transformé, ça devient un nectar de bénédiction qui va venir, du coup, nourrir notre méditation et notre pratique spirituelle. Mais ça, c'est une vision qui est assez large et assez vaste, et c'est pareil, on n'attend pas d'être capable nous-mêmes d'opérer cette transformation. On part du principe qu'en faisant la pratique, avec la bénédiction des divinités, qui est un mot, faut faire attention, puisque dans le bouddhisme, il n'y a rien d'extérieur, mais voilà, des fois, il faut mettre des mots. Avec la bénédiction, va de toute façon être transformé et avoir un retour positif pour nous. C'est aussi une pratique de générosité et d'interdépendance, et qui permet, en fait, on donne ce à quoi on est attaché, donc la nourriture, c'est un gros attachement dans notre monde, et on reconnaît que quelque part, nous tout seuls, on ne pourrait pas avoir toute cette abondance de nourriture. C'est ça. Voilà. Moi, oui, pardon. Non, vas-y. Ouais, ça peut rejoindre un peu le pouvoir de l'intention, hein. Je pense qu'on le trouve là-dedans aussi.
Puis on le trouve dans le magnétisme. On peut affecter la qualité d'une eau ou d'un vin ou de n'importe quel aliment simplement en posant les mains. Et puis il n'y a pas besoin d'être un grand magnétiseur. C'est à la portée de tout le monde vraiment. C'est Matsumoto. Masaru Emoto. Masaru Emoto. Masaru Emoto, dont les travaux sont connus sur l'eau. Qui suivant les intentions, il suffit même vous prenez 2 bouteilles d'eau, vous marquez amour sur l'un et haine sur l'autre, et la qualité de l'eau sera complètement différente. Et c'est visible au microscope. Il y a aussi une façon de transformer les produits, et on l'a pas évoqué dans le café spirituel, c'est la gastronomie. Et la gastronomie, elle est rentrée au patrimoine immatériel de l'humanité. Alors on parlait des aliments qui vont avoir une bénédiction, mais on en parlait tout à l'heure aussi, on a un rapport, un conditionnement à la nourriture, à la façon de se nourrir, qui devient à certains moments l'unique plaisir de certaines existences. Et j'ai une anecdote de clubs qui se déplacent comme ça dans des âges un peu avancés, qui vont faire la visite d'un château et puis d'un jardin, et qui retiendront de leur séjour le repas qu'ils auront eu au pied du château, en détaillant: on a eu la soupe, on a eu le pâté, on a eu, et tout le reste, et tout le déroulé en fait, et l'essentiel de ce qu'ils retiendront de cette escapade, c'est le repas qui se sera déroulé, parce que ça semble être un des plaisirs majeurs en fait de l'existence. Et oui, je voudrais revenir sur une expérience qui avait été partagée pendant le café spirituel. C'est prendre le repas ensemble en Afrique dans un plat unique. Et c'est quelque chose que j'ai vécu, et la personne a dit quelque chose de très très juste. La nourriture peut prendre de l'expansion en fait. Il y avait un plat unique, moi en l'occurrence c'était un mafé, et on était très nombreux, tous les gens du campement prenaient dans le plat, et on se disait mais il n'y en aura jamais assez pour tout le monde. Et en fait, ayant conscience que nous devons partager le plat, c'est comme si la nourriture, comment dire, avait pu se diviser pour que la quantité soit suffisante pour tout le monde et qu'il en reste. Et tout ça pour dire que la nourriture devient un prétexte pour quelque chose qui est quelque chose de rassemblement. Et c'est vraiment comme pour moi le temps est une notion, comment dire, le temps, l'unité temps qui peut être relative. La nourriture là avait pris une dimension relative. Et ça, il y a vraiment quelque chose de sacré. Moi, je dirais. Moi, je trouve qu'on a touché à une expérience sacrée. Voilà. Alors, ouais, c'est rigolo parce que tout à l'heure, là, tu disais que tu pouvais presque t'identifier à une pranique parce que tu rejoins complètement Gabriel Lescois, donc le fameux infirmier, parce qu'il pose une question. À un moment, il dit: est-ce que vivre en soi n'est pas une nourriture en soi qui permet de vivre véritablement, tu vois? Et c'est ça qui nous nourrit. Et ouais, j'aimerais bien qu'on se recentre là-dessus, qu'on angle un peu sur ce côté-là. Qu'est-ce qui nous nourrit, hein, et qu'est-ce que ça fait de nous? Parce que c'est là où ça devient spirituel. Jésus, dans l'évangile de Thomas, je ne connais pas trop les autres, Nag Hammadi, 1950, un truc comme ça, Égypte, ça a été trouvé en copte, c'est le plus ancien, traduit par les jésuites, et puis déclaré apocryphe après. Les pauvres jésuites, ils l'ont même retiré de la vente, hein, c'est introuvable quasiment. Mais dans cet évangile donc, de Thomas, Jésus disait, heureux le lion que mangera l'homme, et le lion deviendra homme. Et malheureux l'homme que le lion mangera, et le lion deviendra homme aussi. Donc on est ce qu'on mange, quoi. Hein, on est ce qu'on mange. Et il y a, à propos de nourriture, hein, on est dans le spirituel, donc là, c'est pas du religieux, c'est le côté religieux, c'était avant l'Église, hein, quand même. Hein. Et à un moment, ces disciples lui demandaient justement: est-ce qu'on doit observer le jeûne, est-ce qu'on doit avoir des injonctions de nourriture, etc. Et il leur a répondu simplement: ce n'est pas ce qui entre dans votre bouche qui vous souillera, c'est ce qui en sort. Bien sûr. Ça nous laisse quoi? Laisse quoi? Ça nous laisse quoi, Gabriel? Oh, trop fort. On peut parler aussi des nourritures qui nous déconnectent. Il y a certains, là, on dit que la viande rouge, en fait,
a une incidence sur la glande pinéale, cette glande en fait qui est symbolisée par tous les épis de fêtage et par les pommes de pin qu'on trouve sur la cathédrale, qui clochent la cathédrale Saint-Front. Et le fluor, notamment aussi, aurait tendance à avoir une incidence assez néfaste sur cette glande qui est censée nous relier à quelque chose de plus grand que nous, en fait, cette capacité à pouvoir ressentir les choses de façon un peu plus transcendantale. Voilà. Et certains aliments auraient une incidence assez néfaste sur notre connexion. C'est ça, on dit qu'elle est de plus en plus calcifiée, et du coup, elle joue plus son rôle d'antenne relais du divin, quoi. Oui, on le voit de toute façon dans les grandes détresses de la vie, comment ce qui change en fait pour les gens, c'est comment on se tourne vers cette part spirituelle qui est en nous, qui est autour de nous. Et parce que quelque part, moi je pense que ce qui se présente à nous dans la vie, aussi difficile que ça soit, c'est qu'on a des clés pour le travailler. Ce qu'on ne peut pas travailler pour l'instant, on ne le voit pas. Et donc, mais je vois beaucoup de personnes en souffrance être en boucle justement sur une souffrance avec une idée qu'il va y avoir quelque chose d'extérieur qui viendra les aider. Et le principe de la spiritualité et quelque part donc de la nourriture spirituelle, pour moi, c'est justement c'est comment il s'appelle cet infirmier, Gabriel. Voilà. Est-ce que vivre en soi n'est pas finalement cette nourriture qui nous permet d'être à même d'appréhender les choses, d'appréhender la vie, d'appréhender les difficultés, avoir un ancrage assez fort, assez puissant pour pouvoir tout aborder. Et ça ne veut pas dire qu'on est joyeux tout le temps et content de tout ce qui nous arrive. Hein. Moi, dès qu'on me met dans une voiture, je deviens très méchante, par exemple. Mais sinon, après, je suis assez joyeuse dans le quotidien. Mais voilà, c'était pour en mettre un petit truc léger, mais juste que en fait, c'est ça. Moi, je pense qu'avec cette nourriture intérieure qui est naturellement présente, cette part quelque part divine, mais pas dans le sens du Dieu religieux, mais qui est cette connexion totale avec, on peut dire l'univers, l'énergie, les différents corps, ou donner le nom qu'on veut selon la religion là pour le coup qu'on va avoir. On la retrouve partout. Et c'est ça qui est à nourrir et à cultiver. Et qui nous nourrit. Concrètement, comment on fait ? Ouais. Hein, demain, on fait un repas. Demain, on invite des amis, on prépare un repas. Comment mettre plus de je sais pas, de divin dans notre repas et nous, demain, comment manger en conscience Est-ce que tu aurais des trucs, des petites clés, des clés Eh ben, déjà, ça peut paraître tout bête et ça va en faire bondir certains, mais essayez de pouvoir... alors, faut pas partir dans l'idée qu'il faut faire ça à chaque repas, tout le temps, tous les jours, parce que là, d'office, on se met en échec et en jugement et ça va pas être possible. Mais peut-être essayer une fois par semaine ou chacun de s'offrir un repas, même si on mange à plusieurs, sans téléphone, sans musique, sans télé, en pouvant s'asseoir, que ça soit pas un sandwich qu'on va manger entre deux rendez-vous dans le speed, pouvoir se donner 30 à 40 minutes maximum pour se dire ok, là je me pose avec moi-même ou avec les gens avec qui je mange. C'est bien de faire l'expérience tout seul pour pouvoir être aussi simplement dans le silence. Et une des premières choses à faire, ça va être, on va considérer en fait qu'on a plusieurs formes de faim avec les différents sens. Et une des premières choses à faire, ça va être déjà de porter une attention à nos différents sens. Comment par exemple, est-ce que vous voyez une différence pour vous-même entre une barquette de lasagne surgelée que vous allez sortir du congèle et mettre au micro-ondes, et puis une assiette, une jolie assiette blanche. Hein. On n'est pas dans un truc qui doit coûter très cher ou quoi, où vous allez mettre quelques légumes de différentes couleurs avec une huile de bonne qualité, là ça va être bien jaune, quelques graines germées qui vont être bien vertes, et puis je ne sais pas si vous avez fait des œufs ou même un petit morceau de viande. Il faut juste savoir pour la viande, parce que moi je suis végétarienne, mais je fais pas de militantisme pour ça, dans le sens où je dis, il faut juste pas consommer de produits en batterie pour moi. Mais pour moi, c'est une sensibilisation des gens qui se fait petit à petit, blabla. En réalité, pour la viande, en moyenne, notre besoin, il est pour les femmes, de 30 grammes par jour. Donc, même si on mange de la viande, on peut le faire d'une autre façon. Mais voilà, compléter son assiette comme ça, ou un œuf, un bout de fromage, une petite galette de tofu, quoi. Et déjà, regardez, qu'est-ce qui se passe entre ces deux plats
qu'est-ce que dit mon corps, qu'est-ce que dit mon cœur, qu'est-ce que disent mes émotions, quel est mon discours mental. Ça va être les 3 points de toute façon. On va toujours être dans l'observation avec la pleine conscience en général des ressentis du corps, de notre discours mental en essayant simplement de l'écouter sans dire oui c'est bien, non c'est mal et partir sur ça. Et au niveau émotionnel, on va dire au niveau du cœur. Est-ce que ça m'attire? Est-ce que ça me fait envie? Est-ce que ça me fait penser à quelque chose qui va être un peu câlin pour moi? Ou est-ce que ça va plutôt me mettre en colère ou comme ça? Donc ça, c'est pour la manière de manger. Maintenant, en tant que cuisinière, comment tu fais pour cuisiner, mettre de la conscience dans... Alors moi déjà, pour mettre de la conscience dans la cuisine, je fais attention à la qualité. Voilà. Et je suis persuadée, parce que tout de suite on me dit oui mais ça coûte cher, donc moi j'apprends aux gens à réfléchir sur ce que ça veut dire ça coûte cher sur le moyen long terme, avoir des techniques aussi pour que ça coûte moins cher. J'en parle vraiment parce que c'est un gros souci souvent pour les gens qui se mettent une grosse barrière. Et aussi changer sa façon d'acheter et peut-être déjà amener de la joie, de la légèreté en allant faire le marché et en buvant un café en terrasse. Moi je trouve ça c'est le pied, aller au marché boire un café en terrasse, c'est génial. Voilà. Plutôt que... On fait tous ça. Oui, parce que moi, souvent, ils vont me dire ah ouais, mais moi, je préfère prendre un caddie et puis au moins, au supermarché, j'ai tout. Mais il faut avoir confiance et conscience que les habitudes peuvent se changer quand on y trouve du sens. C'est toujours la même chose. Et du plaisir. Et que l'un nourrit l'autre. Et du coup, voilà. Déjà, pour cuisiner, amener de la conscience dans sa cuisine, il faut remettre en question la qualité de ce qu'on achète. Alors, si on est déjà super là-dedans, faut continuer. Et après, pour moi, il y a une idée de réflexion, donc de dialogue avec soi-même. Et c'est pareil, c'est pas un truc qui prend 10 heures à faire. C'est une habitude qui se développe. De voir entre ce que j'ai envie de manger, ce qui me ferait plaisir, parce qu'il ne faut jamais nier le plaisir dans l'alimentation. C'est quelque chose d'essentiel. Ce qui me ferait plaisir, mais ce qui est bon aussi pour mes besoins et pour ma santé. Et pour les autres aussi, si je cuisine aussi pour d'autres personnes. Et pouvoir... Oups, j'ai fait bouger le micro. Pour pouvoir allier tout ça, va déjà nous permettre d'amener plus de conscience, parce qu'en fait, la conscience, elle se nourrit de conscience. C'est-à-dire que plus on va porter attention, plus on va comprendre intuitivement les choses et plus on va avoir des réponses intuitives. C'est un cercle vertueux qui se nourrit de lui-même et du coup, on va voir, parce que cuisiner en conscience pour moi et pour toi, pour ceux qui sont autour de la table, ça va pas être tout à fait la même chose parce qu'on est un petit peu différents et c'est génial. Et du coup, c'est à nous-mêmes de trouver. On a des bases. C'est là où je te rejoins quand tu disais il n'y a pas de moment pour la conscience. C'est là tout le temps. Il n'y a pas un moment où on doit être en conscience, un moment où c'est sacré. C'est plus une manière de... Quand on le réapprend, pour ceux qui en ont besoin, il y en a qui en ont pas besoin, mais quand on le réapprend, après c'est comme les gens qui ont tout le temps leur téléphone sur eux et on appuie sur une petite touche et ça s'allume. Et là c'est pareil, on a notre petite touche. On peut même parler des chasseurs qui, dans les peuples amérindiens, chassaient et pêchaient en conscience, c'est-à-dire qu'avant même d'aller chasser, d'aller pêcher, ils faisaient une prière pour remercier l'animal qu'ils avaient tué. Et on est conditionné, on pense que les hommes préhistoriques mangeaient vraiment des carnivores, alors qu'ils se nourrissaient de dizaines de variétés de baies, de fruits, de racines, de tubercules. Et on le représente toujours comme étant un carnassier qui mange beaucoup de viande. C'est pas son état. C'est une idée reçue, oui. Merci, juste de dire ça, parce que ça me fait penser en fait que c'est ça, pour amener plus de conscience dans sa cuisine et son alimentation, c'est aussi se donner les moyens de nourrir notre réflexion et de pouvoir aller réfléchir autrement que par les dictats qui nous sont imposés. Et en fait, c'est ce lien avec les hommes préhistoriques, parce qu'en effet, c'était pas que des gros carnivores. Et c'est pareil, quand je dis que je fais pas de militantisme là par rapport à la viande, c'est que j'essaye d'accueillir tout le monde dans mon travail, parce que si déjà je fermais la porte, ça serait pas positif. Mais je pense que des gens qui amènent plus de conscience dans leur alimentation mangent de toute façon moins de viande petit à petit. Sûr, il y a une logique, mais il faut pas brûler les étapes. Et c'est pour ça, 2 choses très importantes qui sont très spirituelles pour moi, c'est arriver à regarder la culpabilité et le jugement qu'on a sur nous-mêmes et qui nous met en fermeture par rapport à tout ça.
Ouais. Il y a un petit mot qui est souvent revenu dans nos échanges, c'est le mot joie. Et c'est vrai que moi j'ai le sentiment qu'à partir du moment où je nourris ma joie, je me nourris, mais vraiment dans toutes mes dimensions. Donc, et c'est aussi ce qu'ont partagé des personnes avant de se quitter, notre dernier café, c'est en disant merci parce que je me suis nourrie de vous et j'en suis ravie. Voilà. Et donc, on va faire une deuxième pause musicale. Well, can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. We could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. Oui, moi je voulais vous parler d'un livre qui a été un peu le commencement pour moi. Ça s'appelle Le pouvoir du moment présent. C'est un livre qui est paru en 1997, qui a été traduit en 33 langues et vendu à 3 millions d'exemplaires. C'est un ouvrage qui a été écrit par l'auteur Eckhart Tolle, ou Eckhart Tolle comme on veut, qui a aujourd'hui 71 ans, qui est d'origine allemande, qui vit à Vancouver au Canada et qui a débuté sa carrière comme enseignant. Il enseignait l'allemand et l'espagnol dans une école de langue londonienne. Vers l'âge de 22 ans, il décide de poursuivre ses recherches et il étudie la philosophie, la psychologie, la littérature et il s'inscrit à l'université. Son diplôme obtenu, il commence à faire de la recherche à l'université de Cambridge. Dans son ouvrage « Le pouvoir du moment présent », Eckhart Tolle nous raconte, en préambule de son enseignement, l'origine de ce livre. Il nous dit que jusqu'à l'âge de 13 ans, il vit dans un état continuel d'anxiété, ponctué de périodes de dépression suicidaire. Une nuit, alors qu'il approche de la trentaine, il se réveille avec une sensation de terreur absolue. Et s'il lui est souvent arrivé de s'éveiller avec cette sensation, cette fois-là, c'est encore plus intense. Il nous raconte que tout lui semblait si étrange, si hostile et si totalement inutile que cela créait en lui un profond dégoût du monde. Mais ce qui le répugnait le plus à ce moment-là, c'était sa propre existence. À quoi bon continuer de vivre avec un tel fardeau de misère ? Et un profond désir de ne plus exister gagnait alors sur la pulsion de vivre. Je ne peux plus vivre avec moi-même. Et soudain, il réalise à quel point c'est bizarre. Suis-je un ou deux ? Et si je ne réussis pas à vivre avec moi-même, c'est qu'il doit y avoir deux moi. Le je et le moi avec qui je ne peux plus vivre. Et peut-être qu'un seul des deux est réel. Il fut tellement frappé par cette étrange prise de conscience que son esprit arrêta de fonctionner. Il était totalement conscient, mais il n'y avait plus aucune pensée dans sa tête. Et c'est là, nous explique-t-il, qu'il s'est senti comme aspiré par ce qu'il appelle un vortex d'énergie, comme s'il tombait dans le vide, mais que ce vide était en lui. Rapidement, la peur qui l'avait envahi s'est évanouie, et il s'est laissé tomber dans ce vide. S'il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé dans les moments qui ont suivi, son regard sur tout ce qui l'entourait a totalement changé. Tout était frais et lui paraissait tellement neuf, comme s'il venait de venir au monde. Dans les 5 mois qui ont suivi, Eckhart Tolle vécut dans une grande béatitude et une paix profonde.
Et c'est quelques années plus tard, après avoir lu des livres sur la spiritualité, rencontré des maîtres spirituels, qu'il comprit ce qui lui était arrivé cette nuit-là. Il comprit que l'intense oppression causée par la souffrance devait avoir forcé sa conscience à se désengager de l'identification au moi malheureux et plein de peurs profondes, qui, en fin de compte, n'était qu'une fiction. Tout ce qui restait, c'était sa véritable nature. C'est par la suite que les gens sont venus vers lui pour lui demander de leur enseigner comment accéder à cet état d'être, à cet état de calme, de paix et de joie intérieure. Et le pouvoir du moment présent est cet enseignement, le partage de son expérience personnelle, enrichi par la rencontre de petits groupes de chercheurs. Il nous enseigne que nous sommes tous dans cet état de joie, de béatitude, mais que nous ne pouvons pas l'entendre, ou seulement très rarement, car notre mental fait trop de bruit. Il nous apprend comment nous désidentifier du mental, comment sortir de la souffrance par la conscience, comment plonger dans le moment présent. Il nous parle du jeu de l'ego, des stratégies du mental pour éviter le moment présent. Il nous apprend à nous servir du temps comme d'un temps horloge et non pas pour aller dans les réminiscences du passé ou dans les appréhensions du futur. Il nous parle des relations éclairées, de ces relations qu'il distingue bien entre les relations romantiques et l'amour véritable, des corps subtils et du corps de souffrance, ce corps de souffrance que beaucoup notamment de femmes ont en elles parce qu'elles portent la charge émotionnelle, la charge de souffrance collective de toutes les violences qui leur ont été faites. Il nous parle du lâcher-prise et de bien d'autres enseignements. Le pouvoir du moment présent est un enseignement sans dogme, sans doctrine, sans Dieu, avec, comme dans tous les enseignements, des aspects répétitifs, afin d'intégrer, de faire sienne une pratique qui ne demande qu'à retrouver la véritable nature de l'être. Alors, on peut lire ce livre, mais on peut aussi l'écouter. Et moi, j'adore la narration de René Gagnon. On peut l'écouter sur YouTube. Il y a une version un peu plus courte, il y a une version de 9 heures, mais qu'on peut écouter par tranche, par chapitre. Et pour moi, c'est un enseignement extrêmement précieux. Ça fait vraiment envie, ça donne envie de le lire et de le relire et de l'écouter. Dominique ? Moi, je vais rester dans la nourriture, parce qu'on a parlé de jeûne. J'aimerais bien que, si vous ne le connaissez pas, que vous fassiez connaissance avec Thierry Casanovas, qui pour moi est quelqu'un de très recommandable, plein de science, autodidacte quand même, qui s'est sauvé la vie, et puis je pense qu'il sauve la vie de plein de gens, et il demande à personne de le suivre, il demande à tout le monde d'expérimenter. Aussi bien pour le jeûne, et puis il peut même prôner, c'est même pas ça, il prône pas justement, mais il partage avec plein de gens le jeûne sec, sur plusieurs jours. Il parle du jeûne alternatif, c'est-à-dire c'est faire par exemple un seul repas par jour, ce qui est très bon pour le système immunitaire, ce qui est très bon pour tout le corps. Donc ça c'est un coup de cœur. Ouais. Merci beaucoup. On va finir sur l'agenda et on va se concentrer sur ton actualité. Donc Isabelle, est-ce que tu peux nous donner tes propres rendez-vous ce mois-ci ? Ouais, moi pour actualité, ça va être un tout petit peu plus que ce mois-ci parce que là j'ai des engagements mais qui sont pas forcément en lien avec ça, mais je propose, moi j'habite à Serjac à côté de Montignac des Grottes de Lascaux et je propose un stage chez moi, donc c'est Manger en conscience, c'est la transmission donc du programme de Jeanne Chosenbé, mais enrichi avec mes 20 ans de pratique et toute mon expérience sur la nourriture et le poids, mes études de naturopathie et voilà toute ma pratique spirituelle. Et donc c'est un stage sur 5 jours complets, c'est du lundi 25 au vendredi 29, il me reste quelques places et j'aide les gens à trouver un hébergement pour ceux qui ont besoin de dormir sur place, mais sinon on peut rentrer chez soi parce qu'on finit vers 5h le soir et on commence vers 10h le matin et il y a les repas qui sont pris en charge là-dedans du midi, ça c'est pour savoir. Et sinon je refais ce stage à nouveau chez moi, ça va être fin mai du mercredi 22 au dimanche 26 là pour le coup. Et je fais une retraite de jeûne et de silence, de méditation et de silence, où on va
faire pas mal de rando, parce que dans le coin là d'Akpo-Kaguling et donc vers chez moi, on a la chance d'avoir un super espace de campagne. Et donc ça va être du dimanche 2 juin au dimanche 9 juin. Mais voilà, mon site est en cours, donc vous pouvez aller sur ma page Facebook qui s'appelle senourrir.mbsr, c'est la mindfulness, la pleine conscience. Et là, vous pouvez avoir tout mon suivi et puis on peut vous verrez tout le reste. Et on retrouvera tes coordonnées sur la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez aussi réécouter en podcast cette émission, ainsi que sur le podcast que si vous l'avez raté en direct de Radio Libre en Périgord. Alors, on va vous donner rendez-vous. Notre prochain café spirituel aura lieu dimanche 17 mars sur le thème « L'art comme voie d'éveil ». Ça sera présenté exceptionnellement par le philosophe Serge Haddad. Et donc, voilà. Ça se déroule toujours au Silver Hall, et non pas Hall, 25 rue Saint-Front, à 10h30. C'est 10h30, oui. 10h30, voilà. Et pour vous quitter, moi j'aimerais vous quitter sur une citation de Teilhard de Chardin, que je trouve très belle, qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, madame.